Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la disparition de Éric Forêt. Éric Forêt est un homme très doux, attentionné qui adore ses enfants et son compagnon Régis. Il aime aussi énormément ses chiens, la nature, faire des randonnées et en bon vivant, il apprécie beaucoup la cuisine de Régis. Il est pourtant rattrapé par moments par son ancienne vie alors qu'il était encore marié à une femme dont il a divorcé depuis. Leurs rapports sont toujours conflictuels. Il n'a pas non plus osé avouer au reste de sa famille qu'il est désormais en couple avec un homme, ce qui génère en lui beaucoup d'anxiété et de remise en question. Cela dit, ses émotions semblaient être devenues plus stables depuis son installation avec Régis dans leur maison à Chatuzange-le-Goubet dans la Drôme depuis à peu près 7 mois. Éric et Régis sont en couple depuis 2 ans et ils ont beaucoup de projets ensemble, retaper la maison, ouvrir un restaurant et peut-être même plus tard se marier. Malheureusement, depuis maintenant plus de 4 ans, le temps et les projets se sont complètement arrêtés pour Régis puisque le 16 septembre 2016, Éric Forêt disparaît. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les éléments relatifs à la disparition d'Éric, en tout cas tous ceux dont on a connaissance, et puis ensuite en seconde partie, vous entendrez le témoignage de Régis qui a très gentiment accepté de répondre à mes questions pour qu'il vous explique un petit peu comment lui a vécu toute cette situation et tout ce qu'il ressent depuis. Vous allez le voir, c'est une affaire qui est foncièrement frustrante. Moi, quand je l'ai découverte dans une émission de France 2 qui s'appelle Ça commence aujourd'hui, j'ai entendu le témoignage de Régis et ça m'a bouleversée et j'ai tout de suite eu envie de le contacter pour essayer de lui proposer mon aide et de faire cette vidéo, et c'est pour ça que j'ai eu envie de rentrer en contact avec lui à la base. Alors je vais essayer dans cette vidéo de vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé depuis ma prise de contact avec Régis qui remonte à il y a à peu près 2 mois, c'était pendant cet été, et vous expliquer un petit peu quelles sont les choses qu'on a pu faire ensemble, quelles sont les personnes qu'on a pu éventuellement contacter tous les deux pour essayer peut-être de faire un petit peu avancer l'affaire. Donc je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Si je monétise cette vidéo aujourd'hui, c'est pour pouvoir par la suite reverser les fonds qu'elle va générer à Manu Association, qui est une association dont je vais pouvoir vous reparler plus tard dans la vidéo, mais qui aide en fait les proches de personnes disparues. Donc c'est vraiment très important pour moi que vous regardiez cette vidéo, si possible. Vraiment, je vais vous demander si vous pouvez désactiver votre bloqueur de publicité et de relancer la vidéo pour pouvoir regarder les publicités quand elles apparaîtront et ne pas les passer, puisque de cette manière ça va nous permettre quand même, je pense, de récolter une certaine somme qui pourra ensuite être reversée à différentes associations qui prennent en charge des proches de victimes pour pouvoir les aider dans diverses démarches, que ce soit payer un détective privé, organiser une battue, payer un avocat, enfin que sais-je, plein de personnes qui peuvent être éventuellement dans la même situation que Régis et qui me seront recommandées par Dominique qui travaille pour Manu Association. Maintenant que je vous ai bien présenté tout ce qui va se passer dans cette vidéo, je vous laisse vous installer comme d'habitude bien confortablement, éteindre vos lumières et ensuite c'est parti. Commençons au matin du 16 septembre 2016. Éric Forêt et Régis Pic ont rendez-vous avec leur avocat pour discuter d'un problème. En effet, dans l'objectif d'ouvrir un restaurant, ils avaient déposé une caution pour louer un local qui s'est avéré après coup ne pas être aux normes. Le propriétaire du local leur doit donc une somme d'argent relativement importante et ils ont rendez-vous dans l'après-midi avec lui pour pouvoir récupérer un chèque de plusieurs milliers d'euros. Ce matin-là, Éric et Régis règlent donc les derniers détails avec leur avocat. Ils relisent ensemble le courrier qu'ils feront signer plus tard dans la journée au propriétaire. Bref, ils s'occupent de problèmes, on va dire, administratifs.
Aux alentours de midi, Eric décide d'aller faire une course rapide au supermarché du coin afin d'acheter de quoi déjeuner juste avant de pouvoir se rendre à leur rendez-vous qui est prévu à 15 h. Il se rend donc au Super U Express de Chatuzange-le-Goubet, un tout petit supermarché situé à environ 1,5 km de leur domicile, donc vraiment tout proche. Pour s'y rendre, il utilise le véhicule de Régis, un 4x4 Suzuki Grand Vitara immatriculé EA 858 RS de couleur beige doré. Eric est un homme de 47 ans au moment des faits, il mesure 1,90 m pour 85 kg, il a les yeux bleus et les cheveux poivre et sel, et le 16 septembre, il portait un jean délavé, un sweatshirt blanc à manches longues avec des formes géométriques et des baskets, et il n'avait sur lui que à peu près 70 € en liquide. Il se rend donc au Super U où il va faire des toutes petites courses, il achète 2 steaks et un fromage, puis il se rend à la boulangerie qui est située juste en face du supermarché pour y acheter une baguette de pain. Sur place, il discute un petit peu avec la boulangère qui le connaît, il est souriant, il n'a pas l'air particulièrement anxieux ou nerveux. Tout ça, je vous le dis parce que ça a pu être contrôlé par caméra de surveillance, c'est Régis qui a pu voir ces vidéos-là, donc qui a pu le constater lui-même. Et puis aux alentours de 12h30, toujours grâce aux caméras de surveillance, on voit Eric qui remonte dans son 4x4, qui démarre et qui part du parking. Mais ensuite, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucune trace d'Eric Forêt. Il a complètement disparu. On n'a pas détecté non plus de mouvement sur ses comptes en banque. Il s'est complètement volatilisé. Régis, de son côté, l'attend à leur domicile et il commence à s'inquiéter de ne pas voir son compagnon revenir. Il l'appelle à plusieurs reprises, mais sans succès. Très inquiet, Régis décide de se rendre quand même tout seul au rendez-vous de 15 h en se disant que peut-être que Eric le retrouvera directement sur place. Peut-être que quelque chose s'est passé, un imprévu pendant cette pause de midi, peut-être qu'il a croisé quelqu'un, peut-être qu'il y a eu n'importe quoi qui a pu le retarder mais qu'ils se retrouveront directement là-bas. Mais arrivé 15 h, toujours aucun signe d'Eric, c'est pourtant lui qui avait les clés du local qu'il devait rendre au propriétaire en échange du chèque. Le rendez-vous est donc annulé et Régis décide de se rendre au commissariat pour déclarer la disparition de son compagnon. Malheureusement, sur place, il sera assez mal reçu. Ses inquiétudes ne sont pas franchement prises au sérieux, il essuie quelques remarques homophobes et on lui fait comprendre qu'il doit rentrer chez lui et attendre 48 heures. Ne pouvant pas attendre sans rien faire, Régis décide de se rendre lui-même au niveau du supermarché et de la boulangerie où il va parler aux commerçants qui vont accepter de lui montrer leurs caméras de vidéosurveillance. C'est pour ça que, comme je vous le disais, il a pu les visionner et voir Eric qui faisait ses courses et qui achetait le pain. Et il va commencer lui-même à faire ses propres recherches, donc à chercher un petit peu sur le trajet entre le supermarché et leur domicile. Le lendemain, les parents d'Eric qui étaient de passage dans la région puisqu'ils étaient en train de rentrer de vacances vont venir faire une petite halte au domicile de Eric et Régis qui était déjà prévu en fait, qui venaient voir leur fils, mais lorsque Régis les prévient que Eric n'est pas là, qu'il a disparu, ils décident quand même de venir au domicile. Ils vont discuter un petit peu de temps, pas très longtemps, et puis ils repartent. Ils vont quand même se rendre au commissariat, donc je pense qu'ils vont certainement faire une déposition, ou en tout cas échanger avec les policiers, mais depuis, Régis n'a plus jamais eu de nouvelles, plus jamais eu de contact avec la famille de Eric Forêt. Au bout de 48 heures, la disparition d'Eric est considérée comme inquiétante, ce qui est plutôt une bonne chose et quelque chose d'assez rare parce que généralement en France, on va véritablement déclarer qu'une disparition est inquiétante quand elle concerne un mineur ou alors un majeur qui est sous tutelle, mais c'est assez rare que ça arrive pour des adultes qui n'ont aucune restriction au niveau de leurs droits, on va dire. Parce que si vous voulez, en France, on considère qu'un adulte qui est majeur et vacciné, finalement, a totalement le droit de partir et de disparaître s'il le souhaite. Malheureusement, l'enquête ne va pas aller extrêmement loin dans cette affaire-là. La plaque d'immatriculation de la voiture va être enregistrée dans un fichier afin que les policiers soient avertis si jamais il y a un mouvement au niveau de cette plaque, si jamais par exemple elle est vue en train de passer aux caméras de surveillance d'une douane, d'une frontière, d'un péage,
ou si éventuellement par exemple la voiture est mise en vente sur le bon coin. La géolocalisation du téléphone est faite, elle est recherchée, ça je vous en parlerai plus tard, mais par contre il n'y a pas de battu qui est organisé, pas de recherche avec des chiens par exemple, parce que on part du principe que comme Eric se trouvait dans sa voiture au moment où il a visiblement disparu, on ne pourra pas le retrouver comme ça. Donc si vous voulez, dans les premiers mois qui suivent la disparition d'Eric, c'est plutôt Régis Pic qui va faire les recherches par lui-même. Il va obtenir l'aide d'un petit club d'aviation qui va pouvoir survoler toute la région, toute la zone pour essayer de repérer le véhicule, mais en vain. Et Régis va complètement sillonner les routes, les chemins, dans l'espoir de trouver quelque chose, que ce soit le véhicule, que ce soit Eric lui-même, un corps, enfin, il va vraiment organiser lui-même des battues avec des bénévoles volontaires, etc. Mais malheureusement, ils ne trouveront absolument rien. Il demande aussi l'aide du frère d'Eric, qui est pompier, pour voir si éventuellement il a des contacts qui peuvent l'aider, mais ce dernier refuse. Des médiums approchent Régis et lui proposent leur aide bénévolement. Plusieurs indiquent certaines pistes. Il y en a un par exemple qui voit Eric être retenu dans un espèce de petit cabanon de chasse. Il y en a un autre qui voit son corps gisant dans un fossé. Et Régis va suivre et vérifier chacune de ces pistes, mais encore une fois, sans résultat. 3 mois après la disparition d'Eric Forêt, son frère se fait nommer tutelle afin d'avoir accès à ses comptes en banque qu'il fait geler. Il refusera par la suite que l'argent disponible sur ce compte en banque puisse être utilisé pour payer un détective privé ou pour diverses actions afin de retrouver son frère, et rien n'a bougé sur ce compte en banque depuis. Fin décembre 2017, Bernard Valézy, qui est le vice-président de l'ARPD, donc l'association de recherche des personnes disparues, annonce publiquement la demande de l'association pour que de nombreuses enquêtes soient reprises et réouvertes dans le cadre d'une possibilité de lien avec l'affaire Nordal-Lelandais. À la suite de ça, en mars 2018, une plainte pour enlèvement et séquestration est déposée par Maître Bouloud afin que le dossier d'Eric Forêt soit repris et qu'on enquête sur la possible implication de Nordal-Lelandais dans sa disparition. Il y a plusieurs points qui sont importants qui permettent de penser qu'on pourrait établir un lien avec l'affaire Nordal-Lelandais. Premièrement, c'est la zone géographique et puis la période d'activité du criminel qui pourrait correspondre à la disparition d'Eric Forêt. Par ailleurs, Eric a été par le passé un commercial représentant en vin, métier qu'a également exercé Nordal-Lelandais. Alors on ne leur connaît pas véritablement de relation, on ne sait pas s'ils se sont déjà croisés, mais on peut imaginer que dans le cadre de ce métier-là, ça ait pu arriver. De plus, selon France 3, le 13 avril 2018, les enquêteurs auraient découvert le nom d'un des membres de la famille d'Eric dans le carnet d'adresse de Nordal-Lelandais. Mais on nous dit aujourd'hui que finalement c'était une fausse piste, il s'agissait visiblement d'un homonyme, donc une personne qui portait le même nom qu'eux mais qui n'était pas cette personne-là. Et donc visiblement, selon la famille d'Eric en tout cas, les enquêteurs auraient décidé de laisser cet indice de côté. Un petit rappel à propos de Nordal-Lelandais pour les personnes qui éventuellement ne sauraient pas exactement qui il est, surtout j'imagine si vous habitez en dehors de la France, vous n'avez peut-être pas autant entendu parler de cette histoire que chez nous. Nordal-Lelandais est actuellement mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys, donc une petite fille, et pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Et en fait depuis ça, une cellule appelée la cellule Ariane a été mise en place pour tenter d'établir ou en tout cas de vérifier différentes implications possibles de Nordal-Lelandais avec des disparitions et aussi des homicides non élucidés qui se sont déroulés dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis, il n'y a pas vraiment de nouveau, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment où en est l'enquête. Régis Pic n'a pas été reçu par la juge d'instruction depuis bientôt 2 ans maintenant, donc il n'est pas du tout tenu informé finalement de ce qui se passe. Est-ce que des investigations sont en cours? Est-ce que les choses sont un peu au point mort? On se pose plein de questions, enfin lui se pose en tout cas beaucoup de questions. C'est difficile de le savoir. Ce qu'on peut imaginer et ce qui est le plus probable, c'est que actuellement le dossier soit toujours ouvert mais qu'il n'y ait pas d'investigation qui soit complètement en cours, mais que par contre les enquêteurs soient dans l'attente de certains éléments, de certaines preuves, de certaines choses qui pourraient peut-être venir un petit peu plus alimenter l'enquête et la relancer.
Maintenant que je vous ai raconté tout ça, je vais revenir un petit peu plus sur le passé de Eric, à savoir sur son ancien mariage et puis ses relations avec sa famille, pour creuser un petit peu plus à ce niveau-là. Avant qu'il ne rencontre Régis, Eric Forêt était marié, mais déjà en instance de divorce au moment de leur rencontre, et père de 2 enfants. Sa femme a visiblement très mal vécu le coming out de Eric, et leur relation était vraiment très tendue dans les dernières années qui ont, si vous voulez, précédé leur séparation et le divorce. Régis, il m'a raconté que visiblement elle acceptait vraiment pas du tout l'homosexualité et que c'était quelque chose qui était vraiment source de conflits avec Eric, donc entre eux deux. Il y avait vraiment tout le temps des conflits entre eux, des disputes, et elle acceptait pas du tout en fait son nouveau mode de vie après leur séparation. Et ça pouvait être source, comme je vous le disais, de disputes, mais même parfois de menaces, surtout quand ça pouvait toucher aux enfants en fait. Elle voulait absolument pas que les enfants puissent rencontrer Régis. Quant aux parents de Eric et tout le reste de la famille, visiblement ils n'étaient pas au courant de son homosexualité jusqu'à sa disparition, jusqu'à ce que ça éclate finalement dans la presse. Et si vous voulez, ils n'ont jamais essayer d'établir de liens avec Régis depuis ça. C'est des personnes qui, je pense, sont assez prudentes et distantes et qui n'ont pas vraiment envie d'être mêlées à cette histoire. Alors bien entendu, là je vous parle avec uniquement la version des faits qui m'a été donnée par Régis. Donc c'est peut-être... voilà, c'est sa vision à lui des choses, je sais pas à quel point elle est juste, mais en tout cas, visiblement, du côté de la famille de Eric, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément envie de s'exprimer à ce sujet-là, au sujet de cette disparition. Ce comportement très froid et très distant a amené Régis, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, à se poser pas mal de questions et à se demander si finalement la famille de Eric n'était pas impliquée dans sa disparition. Alors, il n'y a absolument aucun élément, aucune preuve qui puisse nous l'indiquer, hein, clairement. Mais je pense que cette enquête et cette affaire étant tellement creuse, tellement vide, que l'imagination a parfois besoin de venir combler les trous, ce que je peux totalement comprendre. Alors cette enquête, justement, j'ai envie de revenir un petit peu dessus. Je voudrais refaire le point sur tout ce qui a été fait, mais surtout ce qui n'a pas été fait. Je vais bien sûr insister sur les choses qui sont un petit peu défaillantes dans cette enquête. Ça veut pas dire qu'il y a absolument rien qui a été fait, c'est pas le cas. Il y a des choses qui ont bel et bien été recherchées, mais j'ai envie de vous dire qu'il y a quand même des choses qui m'ont semblé... qui m'ont un petit peu heurtée, un peu choquée. Je me suis dit, mais ça, si on l'avait fait depuis le début, peut-être qu'on n'en serait pas là 4 ans plus tard à se poser autant de questions, ou peut-être qu'en tout cas on aurait plus d'éléments pour pouvoir élaborer des théories et surtout en balayer d'autres. Donc je vais vous faire un petit peu la liste de ces défaillances que j'ai pu noter. La première chose qui est embêtante, c'est que visiblement il n'y a pas eu de réquisition des caméras de surveillance du supermarché et de la boulangerie. Donc finalement en fait ces vidéos elles ont pu être visionnées que par Régis et par les commerçants qui lui ont montré, mais elles n'ont pas été récupérées par la police. Et ça c'est quand même très dommage, surtout aujourd'hui, des années plus tard, quand on se dit que peut-être il peut y avoir une implication de Nordal Lelandais dans cette affaire, parce que du coup ça aurait quand même été hyper bien de pouvoir les visionner et de pouvoir voir si éventuellement sur ces enregistrements on voyait Nordal Lelandais ou je sais pas moi n'importe quel autre criminel éventuellement qui se trouvait sur les lieux au même moment. Là ça aurait été hyper important de pouvoir le vérifier. Ensuite il me semble pas, en tout cas j'ai pas l'impression qu'il y a de réquisition qui a été faite pour la téléphonie d'Eric. Est-ce que éventuellement il a pu recevoir un coup de téléphone ce midi-là qui aurait fait que alors qu'il était en voiture en train de rentrer, finalement il aurait changé de route pour se rendre en urgence quelque part? Qui étaient ses contacts réguliers, qui étaient ses derniers contacts, tout ce qu'on appelle en fait les fadettes qui permettent de d'éplucher un petit peu la téléphonie de quelqu'un et de voir qui sont les personnes avec qui il échange et puis à quelle heure. Ça n'a visiblement pas été fait, en tout cas pas que Régis le sache et qu'il ait pu me le dire. Toujours à propos du téléphone, visiblement on a fait la géolocalisation du téléphone d'Eric Forêt et ce qui est extrêmement intéressant c'est de voir qu'en fait ce téléphone a borné pendant la nuit du 16 au 17 septembre
vers 2 h du matin, donc quand même plusieurs heures après la disparition d'Eric, dans le quartier de la Monnaie qui se trouve à Romans-sur-Isère, qui est donc la ville la plus proche. C'est un quartier qui est assez connu pour être, on va dire, compliqué un petit peu, où il y a pas mal de délinquance. Donc c'est vraiment assez alertant de savoir que le téléphone s'est retrouvé là-bas. Et visiblement en fait la police a fait un tour dans le quartier et devant le fameux immeuble où ce téléphone bornait, mais comme elle n'a pas vu le 4x4 beige doré sur le parking garé devant, eh bien elle n'a pas plus investigué que ça. Je trouve que c'est vraiment extrêmement dommage en fait de ne pas être allé voir un petit peu plus, puisque pourquoi est-ce que le téléphone se trouvait à cet endroit-là, ça pose énormément de questions. Est-ce que Eric était dans l'immeuble à ce moment-là, cette nuit-là? Enfin, c'est des questions qui sont assez brûlantes et malheureusement, ben, on n'aura plus la réponse maintenant. Aussi, une autre chose que je ne sais pas vraiment, c'est si au niveau de la géolocalisation ça a été fait de manière un petit peu plus précise. Par exemple, est-ce qu'on a pu retracer le trajet du téléphone et éventuellement peut-être comparer ce trajet-là avec des horaires aux caméras de surveillance qu'il aurait pu croiser pour essayer de voir s'il était toujours dans sa voiture ou s'il a pu être mis dans une autre voiture. Enfin, c'est plein de questions que je me pose, mais en fait on ne sait pas si ces choses ont été faites ou pas. J'ai l'impression que ça n'a pas été fait. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de battues ou de fouilles qui ont été organisées officiellement par la police, notamment pas de recherche avec des chiens, puisque les enquêteurs sont partis du principe que comme Eric avait disparu alors qu'il était en train de conduire son véhicule, les chiens n'auraient pas pu flairer une piste. Bon, je comprends la logique, hein, mais peut-être que éventuellement des battues au tout début auraient pu donner quelque chose, auraient pu permettre de retrouver des indices. Maintenant, c'est sûr que 4 ans plus tard, ce genre de recherche-là ne servent plus à grand-chose. Et puis enfin, dernière chose, c'est qu'il n'y a pas non plus eu de fouille au domicile de Eric et Régis. En tout cas pas au départ, jusqu'à ce que Régis s'emporte un petit peu et leur déclare j'aurais pu le tuer et l'enterrer dans le jardin, suite à quoi effectivement la fouille du domicile a bel et bien eu lieu et n'a pas donné d'éléments, puisque bon, je pense pas que ce soit Régis qui soit impliqué dans quoi que ce soit, mais voilà, enfin c'est quand même un petit peu étrange en fait que suite à sa disparition, il n'ait même pas pris la peine de venir voir au propre domicile de la victime s'il pouvait trouver des indices. Alors maintenant qu'on a vu tout ça ensemble, je vais évoquer avec vous les diverses hypothèses qu'on peut formuler par rapport à cette disparition. J'ai essayé d'évoquer à peu près toutes les hypothèses possibles et puis de les discuter un petit peu avec vous. La première thèse, c'est celle de l'accident, mais c'est une thèse à laquelle franchement je ne crois pas et je pense pas vraiment qu'on puisse trop la prendre au sérieux, étant donné quand même qu'on n'a absolument jamais retrouvé le véhicule. Donc je pense que quand même si Eric était sorti de route, on aurait fini par retrouver le véhicule, même s'il était tombé, je sais pas, dans une rivière ou un truc comme ça. Enfin, le chemin est tellement court entre le supermarché et le domicile que quand même on l'aurait retrouvé. Ça me semble assez évident, et puis ça n'expliquerait pas non plus pourquoi est-ce que le téléphone se met à borner après à Romans-sur-Isère plus tard. La seconde thèse, c'est celle de la disparition volontaire ou du suicide. C'est une théorie à laquelle Régis ne croit pas et même refuse de croire, je pense. Pour lui, c'est vraiment absolument impensable. Lui, il me dit que, enfin voilà, lui et Eric étaient extrêmement amoureux, qu'ils avaient plein de projets ensemble, qu'ils étaient heureux, que Eric avait prévu de voir ses 2 enfants quelques jours, enfin quelques semaines peut-être après sa disparition, et que enfin voilà, il serait pas parti sans les voir. Il avait déjà acheté ses billets de train, etc. Donc ça lui semble complètement impossible. Cependant, est-ce que c'est une théorie qu'on peut complètement écarter? Je ne pense pas, parce que il faut quand même rappeler que la dernière fois qu'on a pu voir Eric, eh bien il était à bord de sa voiture tout seul, il la conduisait et il partait vers finalement l'inconnu, puisque il s'est volatilisé après ça. Alors est-ce que éventuellement il a pu prendre peur à cause du rendez-vous qu'ils avaient dans l'après-midi, qui était assez important? Est-ce que aussi il aurait pu vouloir fuir la venue de ses parents qui arrivaient, je vous le rappelle, le lendemain, et à qui visiblement il n'osait pas annoncer son nouveau mode de vie et son homosexualité? Ce sont des éventualités qu'on ne peut pas totalement écarter,
Les disparitions volontaires, c'est vraiment un phénomène qui est incompréhensible pour les proches de la personne qui disparaît, mais ça reste des cas qui arrivent plus fréquemment qu'on ne le pense. La troisième hypothèse, c'est celle de l'agression, du vol ou du carjacking qui aurait mal tourné. C'est une piste qui me semble possible, on peut l'imaginer, ça expliquerait éventuellement pourquoi est-ce que le téléphone portable se retrouve après dans un immeuble d'un quartier un petit peu compliqué, un petit peu tendu plus tard dans la nuit. Maintenant ça reste aussi, il y a des choses qui me gênent un petit peu parce que c'est quand même quelque chose qui se passe du coup en pleine journée sur une portion, enfin une distance qui est vraiment très très faible. Il faudrait qu'il y ait eu absolument aucun témoin, que ces personnes-là puissent se débarrasser de la voiture et qu'on ne la retrouve jamais. Bon, je dis pas que c'est pas possible, comme je vous le dis, c'est possible, ça reste une hypothèse, mais disons que je suis un peu chagrinée par la distance du chemin et le fait que ça se passe en plein jour. Je trouve que c'est très risqué quand même. Mais bon, ça reste quand même une possibilité, surtout que la voiture était quand même une grosse voiture, un gros 4x4 qui vaut assez cher, donc ça pouvait être un véritable objet de convoitise pour des délinquants. La quatrième hypothèse, c'est celle de l'enlèvement et de la séquestration pour une forme de trafic humain, que ce soit trafic d'organes ou autre. Alors ça, c'est une théorie que Régis évoque, à laquelle il se raccroche un petit peu aussi, parce que du coup, évidemment, ça veut dire que si Eric a été enlevé et qu'il est retenu quelque part, il est en vie. Est-ce que c'est quelque chose de possible? Oui, clairement, ce sont des choses qui arrivent, c'est très rare, mais ça arrive. Peut-être que Eric est retenu quelque part ou que suite à une espèce d'agression et qu'il a été relâché, il est amnésique et il a oublié son passé. C'est une éventualité, c'est l'hypothèse à laquelle Régis, lui, se raccroche le plus, j'ai l'impression. Et voilà, c'est quelque chose qui est possible. Ça n'existe pas que dans les films, ça existe vraiment dans la vie réelle. Mais ce sont des cas quand même très rares. Moi, ce qui m'embête le plus dans cette hypothèse-là, c'est la durée, parce que ça fait quand même maintenant 4 ans. Et donc, retenir en otage quelqu'un prisonnier pendant 4 ans, ça me semble assez peu probable. Mais bon, vous le savez, sur cette chaîne, vous avez déjà certainement vu plein d'histoires qui sont complètement incroyables, de personnes qui ont été retenues parfois 15 ou 20 ans prisonniers. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut non plus ignorer ou dire que c'est impossible. Ensuite, il y a la théorie du meurtre gratuit. Ça, ce serait dans l'hypothèse en fait où Eric aurait croiser le chemin d'un tueur, d'un meurtrier. C'est par exemple la théorie Nordal Lelandais, si éventuellement sur son chemin il avait croisé le chemin justement de quelqu'un déterminé à tuer, qui lui avait tendu un piège en le faisant s'arrêter, en le prenant en autostop ou j'en sais rien. C'est quelque chose qu'on peut éventuellement imaginer, hein. Comme je vous l'ai dit, Nordal Lelandais, ça reste... C'est un petit peu éloigné de la zone où visiblement il tournait, mais on sait qu'il est quand même passé dans cette région, pas très loin. Ça reste dans la période où on pense qu'il avait peut-être une activité criminelle, donc c'est envisageable. Et enfin, la dernière hypothèse, qui n'est pas forcément la plus plausible, mais qu'il faut quand même évoquer dans cette vidéo, c'est celle du meurtre prémédité ou même commandité. La question c'est, est-ce qu'il pourrait y avoir quelqu'un dans l'entourage de Eric Forêt qui lui en voulait pour des raisons que ce soit personnelles ou financières, au point de vouloir le faire assassiner ou de prévoir son assassinat. Clairement, avec les éléments dont on dispose, on n'a pas assez de preuves pour pouvoir vraiment supporter cette hypothèse-là. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on doit complètement la mettre de côté? Non, parce que comme vous l'avez compris, il manque beaucoup d'éléments et d'informations. Donc voilà, je l'évoque, mais je pense pas que ce soit forcément la plus plausible dans tout ce tableau. Ça fait déjà un petit moment en fait que j'ai contacté Régis Pic et qu'on a commencé à échanger, et du coup là maintenant que je tourne, je vais pouvoir vous faire un petit peu un bilan sur les différentes personnes que j'ai contactées, parce que après en fait notre première discussion, j'ai décidé
d'envoyer des messages à quelques personnes pour un petit peu m'aider, parce que moi je suis pas du tout une spécialiste dans la disparition de personnes. Donc je me suis dit, ben voilà, je vais me tourner vers quelques personnes de mon entourage qui éventuellement ont plus de connaissances dans le domaine et qui vont peut-être un petit peu m'aider, et du coup je vais vous décrire ce qui s'est passé. Pour commencer, je me suis tournée vers Fabrice Brault, qui est un ami et un détective privé qui travaille beaucoup dans la recherche de personnes disparues et notamment beaucoup avec la généalogie. C'est un ami du coup que je me suis fait sur le tournage de l'émission Escape et donc on a travaillé ensemble et puis on est resté depuis en bon contact. Donc en fait je lui ai envoyé un message à lui premièrement parce que voilà, étant donné qu'il est détective privé et que je sais qu'il travaille beaucoup à la recherche de personnes, je voulais qu'il me donne quelques conseils ou éventuellement des contacts de personnes que je pourrais appeler pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Et lui, il m'a donc donné le contact d'une personne à la RPD qui était déjà en contact avec Régis Pic, et il m'a aussi donné le contact et conseillé d'écrire à Dominique Lavorel, qui est la vice-présidente de Manu Association, dont je vais donc maintenant vous parler. Puisque Dominique Lavorel et Manu Association, on a pu échanger un petit peu après ça. On a pas mal discuté vraiment. Alors je vais vous la présenter d'abord. Manu Association, c'est une association qui vient vraiment en aide aux proches de personnes disparues. Leur devise à eux, c'est « Nul ne peut porter la peine de l'autre, mais marcher à ses côtés est toujours possible ». Donc j'ai appelé Dominique Lavorel de la part de Fabrice et on a vraiment eu une discussion qui a été assez longue et extrêmement intéressante. Elle m'a expliqué beaucoup de choses que je connaissais pas du tout ou pas bien sur finalement les personnes disparues en France, et vraiment j'ai découvert des choses qui sont assez incroyables. Je pense que avec tout ce qu'elle m'a raconté, ça pourrait carrément faire l'objet d'une vidéo à part. Mais voilà, enfin, c'était hyper intéressant comme discussion. Je crois que globalement, Dominique et moi, on a un peu la même façon de voir les choses, mais Dominique, elle a 10 ans d'expérience avec Manu Association, a travaillé auprès de proches de personnes disparues, donc vraiment, elle a une expérience de terrain énorme par rapport à la mienne qui est de zéro. Et voilà, c'était vraiment hyper enrichissant en fait de discuter avec elle et enfin voilà, je vous le dis clairement, je pense que suite à cette discussion, je vais réfléchir, mais il y aura certainement toute une vidéo à faire carrément là-dessus. Mais pour vous résumer, en gros, parmi tout ce qu'on a dit, Dominique m'a expliqué qu'il y a près de 10 000 personnes qui disparaissent en France chaque année et qui ne sont pas retrouvées. C'est un chiffre absolument énorme. Et en fait, elle m'expliquait une chose qui est assez incroyable, c'est que il y a très régulièrement beaucoup de corps qui sont retrouvés dans toutes les communes partout en France, qui sont retrouvés et qui en fait ne sont pas identifiés. C'est-à-dire que si ce sont des personnes qui n'ont pas de papier d'identité, qui n'ont pas de signes distinctifs ou qui ne correspondent pas à une alerte, une recherche qui vient d'être lancée, ben finalement on ne peut pas savoir qui sont ces personnes. Et en fait on n'a pas non plus les moyens de les identifier, en tout cas actuellement, puisque les tests ADN coûtent vraiment très cher. Du coup, ce qui fait qu'en fait, il y a énormément de corps qui sont retrouvés non identifiés et qui sont enterrés sous X. Parfois, des personnes en fait qui sont recherchées sont enterrées vraiment très près de leurs proches en fait qui les cherchent sans le savoir. Et c'est absolument terrible. Donc je vais pas élaborer plus parce que vraiment c'est quelque chose dont je pourrais vous parler beaucoup plus longtemps sur ce sujet-là. Et pour en revenir du coup à Manu Association et à ce qui va être possible de faire pour Éric Forêt, j'ai pu du coup, en prenant contact avec les deux, faire en sorte qu'ils discutent, et Dominique elle va pouvoir aider Régis Pic sur certaines choses, notamment elle va pouvoir appuyer un petit peu ses démarches administratives pour régler une dette avec EDF. Donc c'est elle qui va s'occuper en fait de faire les courriers, etc., de s'adresser à EDF pour que cette dette qui traîne visiblement depuis un moment puisse être
réglé. Ça va permettre vraiment de soulager Régis à ce niveau-là, de ce petit tracas en fait qu'il a et qui l'embête depuis des années. Et puis elle a aussi pu trouver du coup le contact d'un psychologue qui est dans la région, donc pas très loin de chez Régis. C'est un psy qui est apparemment spécialisé en thérapie EMDR, qui est une technique en fait de thérapie qui est visiblement assez efficace pour les personnes qui ont vécu des traumatismes. Donc voilà, ça c'est typiquement en fait le genre d'action que Manu Association va pouvoir faire pour les proches de personnes disparues, c'est-à-dire que en fait l'association va venir les aider et les soutenir dans toutes les démarches qui sont un peu laborieuses, surtout quand on est victime d'une disparition, qu'on est déjà peut-être extrêmement mal psychologiquement. Bah voilà, c'est en fait une association qui va pouvoir venir un petit peu aider, soutenir, réconforter, et je trouve vraiment que c'est une association qui fait quelque chose d'extrêmement louable. Du coup, je suis vraiment très contente que Fabrice m'ait conseillé et recommandé auprès de Dominique Lavorel pour qu'on puisse avoir cette discussion et surtout qu'on arrive à mettre en place des petites choses finalement pour Régis, mais qui peut-être, j'espère, vont un petit peu le soulager au quotidien. Et si vous-même vous êtes dans cette situation-là, si vous avez un proche disparu et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez vraiment pas à contacter cette association. Je vais afficher à l'écran leurs coordonnées et puis je les rappellerai en barre d'informations aussi. Et puis la troisième personne vers laquelle je me suis tournée, c'est Victoria Charlton. Je pense que vous êtes nombreux à la connaître. C'est une youtubeuse et une autrice très douée, très talentueuse, qui est spécialisée dans les disparitions et c'est une amie. Elle travaille également pour le Do Network qui se charge en fait de mettre en lien des affaires de disparition avec des bases de données qui regroupe en fait tous les corps qui ont été retrouvés non identifiés, entre autres. Et donc c'est surtout pour ce rôle qu'elle joue dans cet organisme-là que je l'ai contactée, parce que je voulais en fait lui demander si elle pouvait éventuellement vérifier les cas en France, puisque je sais qu'elle s'occupe justement du territoire français, et voir si éventuellement dans sa base de données à elle, il pouvait y avoir quelqu'un qui correspondait au profil de Éric Forêt. C'est donc ce qu'elle a fait et elle m'a confirmé que elle, de son côté, il n'y avait pas de cas qui pouvaient correspondre au corps en fait d'Éric Forêt. Néanmoins, elle m'a quand même bien expliqué quelque chose qui rejoint du coup ce que je vous disais et que m'expliquait Dominique Lavorel. C'est que elle, dans son Do Network, il y a visiblement très peu de corps non identifiés inscrits dans sa base de données, et que finalement c'est impossible, puisque en fait il devrait y en avoir beaucoup plus, mais ils sont pas renseignés. On n'a pas d'informations sur énormément de corps qui sont retrouvés et qui sont finalement, je pense, directement enterrés avant même qu'on ait tenté de les identifier. Et elle me disait que c'était vraiment assez spécifique à la France, que dans plein d'autres pays ça se passait pas comme ça. Donc j'ai vraiment l'impression, et enfin Victoria était d'accord avec moi pour dire qu'en France il y a quand même beaucoup de services qui ont l'air assez opaques, et malheureusement quand une personne disparaît, et enfin surtout quand on trouve un corps qui est non identifié, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont mises en place pour permettre de retrouver son identité. Je terminerai ma vidéo par l'enregistrement de mon appel avec Régis Pic, mais avant que je vous laisse avec cette partie-là, je voudrais dire quelques mots à propos de Régis, parce que je pense que vous le savez, étant donné ma formation, moi je suis particulièrement intéressée par le vécu des personnes et du coup par son vécu à lui en tant que proche d'une personne disparue. Je pense que vous allez l'entendre dans l'enregistrement, Régis c'est aujourd'hui quelqu'un qui vit quotidiennement avec une douleur profonde. Premièrement, sa douleur elle vient évidemment de la perte de l'être aimé, mais il y a d'autres sources de douleur qui viennent se rajouter. La première, c'est la culpabilité, c'est l'impression de ne pas en avoir fait assez pour pouvoir retrouver Éric. C'est l'impression de ne pas crier assez fort pour être entendu, de ne pas suffisamment remuer ciel et terre pour activer en fait les personnes qui auraient le pouvoir de permettre de retrouver Éric, comme si en le désirant suffisamment fort, en dépensant encore plus d'énergie qu'il ne le fait, cela permettrait de retrouver Éric
systématiquement. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais cette culpabilité-là, c'est vraiment ce qui m'a le plus frappée en fait dans son discours. Et c'est quelque chose qui revient à chaque fois en fait qu'on parle avec des proches de personnes disparues. C'est comme si elles avaient vraiment sur leurs épaules la responsabilité de se battre et de le faire suffisamment fort pour pouvoir retrouver leurs proches. Et c'est comme si ces personnes qui sont elles-mêmes finalement victimes aussi se disaient qu'elles ont un devoir de se battre et de lutter pour que leurs proches ne soient pas oubliés, pour que si elles se battent suffisamment, ils soient retrouvés. Et que ça dépend finalement d'elles, parce que si elles se battent pas assez, si elles en font pas assez, c'est à cause d'elles qu'on ne retrouve pas leurs proches. Et cette douleur, elle est renforcée par un sentiment de solitude chez Régis. Alors c'est quelqu'un qui est entouré par certains membres de sa famille et certains amis qui sont là pour le soutenir, mais je pense qu'il se sent clairement abandonné en fait par les institutions et par le système. Régis il se sent complètement seul dans son combat pour Eric, vous allez l'entendre, et j'ai l'impression que c'est comme si il se disait, et il pense, peut-être pas à tort d'ailleurs, que si jamais il venait à disparaître, plus personne d'autre ne chercherait Eric. À ça s'ajoutent aussi toutes les incertitudes concernant ce qui est arrivé le 16 septembre 2016, parce que il y a encore plus douloureux qu'une vérité vraiment atroce, c'est de se poser constamment des questions et de ne pas savoir. Parce que finalement c'est quelque chose avec lequel on vit quotidiennement et qui vient nous tourmenter du matin au soir. C'est presque impossible pour les personnes proches de disparus de faire le deuil de cette personne parce qu'elles ne savent même pas si la personne qu'elles aiment est décédée ou si elle est encore en vie. Elles se posent plein de questions. Est-ce que éventuellement celui que j'aime est retenu quelque part? Est-ce qu'il crie à l'aide? Est-ce qu'il m'appelle? Est-ce qu'il pense que je l'ai abandonné? Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est en vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, il y a plein de questions comme ça et c'est encore plus dur, je crois, que de savoir, parce que finalement, on ne sait pas si un jour on saura. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais en gros, on peut même pas avoir la certitude que c'est pas comme si on se disait dans 20 ans, dans 30 ans, je saurai un jour la vérité. Non, on ne sait même pas si un jour viendra, on connaîtra ce qui est arrivé et on aura enfin la vérité. Et c'est absolument terrible. Je pense que ces questionnements et ces incertitudes, ça fait partie de la pire douleur qu'il puisse y avoir pour ces personnes-là, et c'est effectivement très difficile, mais c'est un travail que d'arriver en fait à passer au-dessus de ces questions, ou en tout cas que ces questions-là et ces interrogations ne dirigent pas toute la vie. Mais, et ça je veux vraiment insister là-dessus, il n'y a pas que de la douleur chez Régis. Il y a aussi un autre panel d'émotions, de sentiments qui sont très très importants également. La première chose, et je pense que ça vous allez bien l'entendre dans l'enregistrement, il y a un sentiment très fort de révolte. Il y a une colère qui gronde fort chez Régis et j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui est plutôt bien dans le sens où, si vous voulez, c'est quelque chose qui va peut-être lui donner la force de continuer dans son combat. Je saurais même pas dénombrer toutes les affaires en fait où c'est ce sentiment de révolte qui a permis à des proches de victimes d'aller extrêmement loin pour finir par aboutir, pour qu'on puisse résoudre leur affaire, pour que justice soit faite. C'est vraiment ce genre de sentiment qui souvent porte les victimes et les proches de victimes. Et puis les autres mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à Régis et que je l'écoute me parler, c'est force, courage et espoir, et je pense que ça aussi vous allez clairement bien l'entendre dans notre appel. C'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement fort malgré tout ce qu'il peut penser de lui aussi. C'est quelqu'un qui continue de croire vraiment profondément qu'il finira par retrouver Eric et qu'il continuera son combat pour faire entendre sa voix, pour que l'affaire ne soit pas oubliée, pour que Eric ne soit pas oublié. Et c'est vraiment touchant de constater à quel point finalement, au-delà de la peine, au-delà de la douleur, il y a ces mots-là, ces forces-là qui arrivent à prendre le dessus.
Je vous laisse maintenant regarder l'enregistrement de l'appel que j'ai pu avoir avec Régis et donc son témoignage, et puis on se retrouve après pour que je puisse vous parler d'un dernier petit point avant de conclure. Oui, allô? Oui, bonjour Régis, c'est Sonia. Ah, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Oh, ça va? Ça va? Je vous dérange pas? Oui. Non, non, pas du tout. Merci. J'attendais votre appel. Merci beaucoup d'avoir accepté qu'on puisse se Mais téléphoner. je vous en prie, c'est vous. Merci de m'aider peut-être. Bah écoutez, j'espère. Donc voilà, comme je vous l'expliquais dans mon message, moi j'aimerais bien faire une vidéo sur la disparition d'Eric. Oui. Et comme moi je suis psychologue en fait, ce que j'aime bien dans mes vidéos en fait, c'est en plus de parler des faits, c'est de pouvoir éventuellement explorer un petit peu plus le côté psychologique. Du coup je me disais que ça pouvait être l'occasion de parler un petit peu avec vous, de vous aussi, votre ressenti par rapport à tout ce qui s'est passé. Ouais, bah, j'aimerais bien parce qu'un psychologue, je peux pas réussir à trouver un de mien. Vous avez déjà cherché? Oh, j'ai essayé, oui, au début. Alors, le premier que j'ai vu, il m'a dit, pour me remonter le moral, c'était au tout début de la disparition d'Eric. Hein. Il me dit, oh, bah, vu les photos que vous me faites voir d'Eric, c'est pas quelqu'un qui s'est suicidé. D'abord, on va pas chercher du pain ni rien avant de se suicider. Maintenant, si c'est un enlèvement, qu'il n'y a pas de demande de rançon, vous faites pas d'illusions, soit qu'on l'a acheté dans un bois, soit qu'on l'a foutu dans la chaux. Au revoir, monsieur, merci. Je vous mets bien monté le moral. C'est un psychologue qui vous a dit ça? Voilà, ouais, mais il m'a vu une fois. Hein. Ah bah oui, je comprends. C'est extrêmement pas professionnel du tout. Ah bah je suis rentré chez moi, je vous assure déjà quand c'était le tout début, hein, donc déjà les idées noires je les avais, là j'avais envie de me foutre en l'air, je vous assure. Ouais, Connard. je peux comprendre. Excusez-moi, Ouais. mais c'est vraiment le terme. Non mais c'est le terme effectivement, ouais. Ah. Alors moi ce que je pensais faire du coup avec vous, c'est discuter un petit peu. On n'est pas obligé de faire tout ça en un seul appel d'ailleurs, hein. Ça peut peut-être se faire en plusieurs fois si vous voulez. Ouais. Est-ce que éventuellement je peux vous enregistrer, comme ça j'ai pas besoin de prendre des notes en même temps? Oui, bien sûr, il n'y a pas de D'accord, souci, oui. super. Donc est-ce que vous pourriez, bon je me suis évidemment déjà renseignée, mais me raconter un petit peu ce qui s'est passé le 16 septembre 2016? Alors, écoutez, bon, vous avez dû voir qu'on avait un projet, on devait ouvrir un restaurant. Ouais, exactement. Voilà, et puis on s'était fait avoir et on avait pris un avocat parce que on avait pris un local qui était pas aux normes, etc. Enfin bon, c'était un peu la galère et le propriétaire voulait pas nous rembourser notre caution. Donc le matin, ça y est, c'était décidé, on avait réussi avec notre avocat, on devait récupérer un chèque de 7200 € l'après-midi. Donc le matin, on a bien discuté avec notre avocat et tout ça, à faire le courrier qu'on devait lui faire signer lors de notre rendez-vous et tout. Et puis à midi moins le quart, Eric il me dit, bah dis donc, on a rendez-vous à 15h, je crois qu'on n'a rien à manger, je vais vite au Super U chercher à manger. J'ai dit, bah oui, va. Et puis donc il est parti, le Super U, il est à 1,5 km de chez nous, hein, c'est vraiment Ouais, c'est juste à côté. village, hein. D'accord. Voilà. Donc il est parti au Super U et à la boulangerie chercher du pain. Ce que j'ai contrôlé par caméra vidéo, puisque j'ai eu la chance d'avoir des gens très conciliants qui m'ont fait voir. On va regarder s'il est bien passé. Et de fait, on le voit au Super U acheter 2 steaks Chara, je crois, et un camembert. Et puis voilà, et on le voit à la boulangerie aussi, souriant comme d'habitude, discuter avec la boulangère. Et après la boulangerie, on voit la voiture qui part, du parking, et après plus rien. D'accord, Voilà. donc on voit quand même la voiture, on l'a vu remonter dans la voiture et on le voit partir. Ouais. D'accord. Et après, plus aucune trace. Et la police n'a pas saisi les vidéos, justement. Donc, on n'a plus aucune trace. Parce que sur le coup, on n'a pas pensé du tout à Nordal-le-Landais ou autre suspicion, quoi. Ouais. Mais peut-être que maintenant, avec le recul, si on avait ces vidéos, on verrait quelqu'un derrière lui qui le suit et autres. Mais on n'a rien, ils n'ont pas saisi les vidéos, tout est effacé. Les flics, ils n'ont pas fait leur boulot.
Ouais, ça c'est ça. Ben, je pense qu'on en reparlera longuement hein, du travail d'enquête qui a pas du tout démarré à temps en fait. Est-ce que vous avez l'impression que ce travail d'enquête, il a quand même commencé à un moment donné ou? Il a commencé au moment des affaires avec Nordal-Lelandais, etc. Qu'il y avait suspicion qu'il y avait beaucoup de disparitions, puisqu'il y a quand même beaucoup de disparitions dans le coin. Donc l'enquête a démarré un peu à ce moment-là, parce qu'il y a la RPD, l'association des personnes disparues, qui m'a beaucoup aidé. D'accord. Et puis là, ça a commencé, voilà. Donc j'ai eu un avocat, Maître Boulou. On devait voir la juge une fois tous les 6 mois pour avoir un compte rendu d'enquête et tout ça justement. Et ça va faire 2 ans au mois de novembre que je l'ai pas vu. 2 ans, d'accord. Ouais, parce que du coup, 2 ans là. Le moment où, je crois que c'était la cellule Ariane hein, qui vous a fait des rapprochements entre la disparition d'Eric et l'affaire de Nordal-Lelandais. La cellule Ariane, on n'a aucune nouvelle. On sait toujours pas si on fait partie des 40 dossiers qui ont été... toujours pas. On sait pas. D'accord. Et c'était il y a combien de temps à peu près qu'ils vous ont contacté pour faire ces rapprochements? Ça fait 3 ans, oui, peut-être pas tout à fait 3 ans, 2 ans et demi au moment de la RPD. D'accord. Mais le problème, c'est que personne vous tient au courant finalement. Non, rien du tout. Ok. On ne sait rien, on ne se dit rien. Ils sont venus, je sais qu'il y a enquête quand même un peu, parce que j'ai des retombées, là, je vois, j'ai une dame, il a fallu que j'attende 4 ans pour avoir ce message qui m'a beaucoup touché, j'ai reçu la semaine dernière, c'est l'ancienne propriétaire où Eric a logé dans un... Si vous voulez, quand Eric a... Excusez-moi. Il n'y a pas de souci, prenez votre temps. C'est dur pour vous de reparler de tout ça. Oui, j'ai l'habitude. Je comprends. Bah ouais, mais je pense que c'est des choses auxquelles on s'habitue pas réellement, malheureusement. Ah non, c'est tous les jours, ça fait 4 ans, il n'y a pas un jour sans larmes. Si vous voulez, Eric était marié, il avait 2 enfants. Ouais. Et il a divorcé. Bon, quand nous on s'est connus, ça faisait 2 ans qu'on se connaissait, qu'on se fréquentait, qu'on se voyait, etc. Mais il attendait son divorce pour vraiment qu'on se mette ensemble, quoi. Et quand il est divorcé au mois de novembre, il est descendu. D'abord, il a passé Noël avec ses enfants, et après, il est descendu ici et il a loué un petit gîte, un studio à Alixan, c'est un petit village à côté, en attendant de trouver notre maison. D'accord. Et justement, c'est la dame, la propriétaire de ce gîte, qui m'a envoyé un message la semaine dernière, mais vraiment très très gentil, qui m'a énormément touché et qui m'a conforté dans ce que je pensais, parce que je doute pas du tout d'Eric, je sais très bien qu'il m'aimait et qu'il n'est pas parti de lui-même. Mais elle m'a dit, mais j'ai été bouleversée d'apprendre la disparition d'Eric, il était tellement heureux, il s'est beaucoup confié à moi, il était content de sa nouvelle vie, des projets avec vous, enfin vraiment très très gentil, vraiment un message adorable. Mais bon, j'ai quand même attendu 4 ans pour avoir ce message. Donc bon, mais bon, ça m'a conforté dans ce que je pensais, bien que j'en ai jamais douté, hein, je sais très bien, hein. On s'aimait comme des dingues, Eric a fait beaucoup de travaux, il a beaucoup investi ici, d'ailleurs on devait même acheter la maison aussi. Et donc il n'aurait pas investi comme ça, et puis pour partir 3 mois après ou 4 mois après. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes finalement un peu le seul à penser ça et que les gendarmes vous ont pas pris au sérieux, que la famille d'Eric aussi visiblement c'est pas autant inquiété que vous? La famille d'Eric, ils sont homophobes. Ouais. Donc ils en ont rien à foutre, hein. À la limite c'est bon débarras parce que c'est tellement une honte pour eux. La première parution qui est sortie dans l'Est républicain, d'ailleurs qu'il y en a eu une autre qui est sortie là il y a 3 semaines, j'ai un journaliste qui m'a contacté, qui a refait encore un résumé et c'est ressorti. Là, j'ai pas eu de retombée, elle m'a rien dit, mais bon. Mais la première fois qu'on est paru, on était vraiment en première page de l'Est républicain et on était tous les deux. Sa mère m'a téléphoné en me disant que c'était honteux, que tout le monde allait savoir, vous vous rendez compte, les voisins, tout le monde va savoir qu'il est homo, enfin bon, voilà, c'est la seule chose qui leur importe. D'accord, c'était plus ça que la disparition d'Eric qui les tracassait, quoi. Mais parce que j'ai cru comprendre du coup qu'il y avait quand même des relations assez compliquées avec son ex-femme. Oui, aussi, ouais. Mais vous me dites qu'il avait quand même 2 enfants.
Oui. Et ces enfants-là, ils sont déjà un petit peu âgés, ils sont en âge de... Il y a un fils qui a 20 ans maintenant. D'accord. Et la fille, elle doit avoir 17 ans, je crois, ou 16 ans. D'accord, oui, donc ils sont grands quand même. Et ils ont pas spécialement essayé de vous contacter ou... Non. D'accord. Mais la mère, elle est tellement odieuse, c'est pareil, elle est homophobe, mais à un tel point. Je vais vous dire que Eric, c'était pas un homme battu, mais enfin presque. Hein. Ça faisait 2 ans qu'ils dormaient au sous-sol de leur maison, que quand ils dînaient ensemble, il y avait que des engueulades et des machins. Elle était odieuse. Ouais. Et même quand il était là, quand il se téléphonait par rapport aux enfants, c'était toujours du chantage par rapport aux enfants. Ça n'arrêtait pas, ils s'engueulaient tout le temps. Il redescendait, parce que moi je m'en mêlais pas, et je les laissais en intimité avec sa femme, discuter. Quand il redescendait, il était dans un état pas possible, souvent il chialait. Elle le détruisait complètement. C'était vraiment, de toute façon, tu vas te casser la gueule, t'es un bon à rien, enfin bon. Et tes saloperies que tu fais, je veux pas. Enfin bon, si ces enfants sont venus 15 jours au mois d'août avant sa disparition, la condition c'était que moi je sois pas là. D'accord, ouais, donc vous étiez pas du tout accepté dans le cadre familial, quoi. Non. Et Eric, bon... en Lorraine, donc il acceptait pas, c'est-à-dire qu'il n'en parlait pas, il n'a jamais à part sa femme qui était au courant, ses parents, à chaque fois il me disait je vais leur dire, puis en fin de compte quand il revenait, non j'ai rien dit, puisque ma mère, enfin bon, donc j'ai été que le colocataire pour eux, voilà. D'accord. Ouais, je pense que c'était difficile quand même pour lui, après un mariage... Autant comme ici, il assumait très bien. Ouais. Ici, il était bien, hein. Tout le monde disait... il me donnait la main dans la rue, il m'embrassait dans la rue. Quand on faisait les recherches pour le restaurant, jamais il m'a renié par rapport à un propriétaire, une agence ou même les banquiers, etc. C'était toujours mon ami, etc. Jamais, il était très bien, il assumait total ici. Hein. Devant nos amis, c'était pareil. On s'était fait un peu d'amis ici, c'était pareil. Il le vivait très très bien. Mais dès qu'il remontait là-haut, c'était quand il redescendait, parce qu'il montait tous les 1 mois et demi voir ses enfants. À chaque fois qu'il redescendait, c'était la cata. Ouais, et du coup, moi j'ai vu que vous aviez parlé aussi d'homophobie au commissariat quand vous êtes allé déclarer sa disparition. Ah bah oui, pareil, ouais. Il y a un flic qui m'a carrément dit, parce que il me traitait pas très bien, et je lui dis mais parce que bon j'ai insisté, je suis venu plusieurs fois au commissariat, comme j'avais pas de nouvelles, etc. Alors il m'a dit mais enfin si on avait quelque chose, on vous aurait appelé, etc. Parce qu'ils avaient trouvé un corps dans l'Isère. Et donc je les avais appelés, ils m'avaient dit on vous tient au courant, pour l'instant on n'a rien, machin, etc. Puis pas de nouvelles ni rien, donc j'y suis retourné et tout. Enfin s'il y avait quelque chose, on vous aurait appelé, enfin vraiment il m'a traité vraiment comme de la merde. Alors je lui ai dit mais écoutez monsieur, je sais pas si vous avez une femme ou des enfants, mais mettez-vous à ma place, je sais rien. Arrêtez, on va prendre des Kleenex et pleurer. Voilà. Ouais. Vous avez été bien reçu par beaucoup de professionnels, dis donc. Ah oui, sinon, oui. Ouais, vous avez eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Hein. J'ai fait plein d'émissions télé. Hein. J'ai fait Morandini, j'ai fait comment qu'elle s'appelle l'émission qui est à l'après-midi là sur notre... Ouais, c'est comme ça que j'ai vu. Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui, voilà. Ouais. Adorable. Franchement, elle voulait que je la refasse l'autre jour et puis après je dit oh non, ça fait un peu. Donc bon. Mais Morandini, je l'ai fait 2 fois. Très sympa aussi, mais ça n'a rien donné. Un appel à témoins, machin, mais aucun coup de fil, rien. Même sa famille, ils ne sont pas manifestés, hein, rien. Jamais, j'ai jamais un coup de fil, jamais rien. Non, mais je pense qu'ils veulent, clairement, ils veulent pas être impliqués dans l'enquête et dans la médiatisation non plus. Donc, Son frère, au tout début, j'ai des médiums qui m'ont dit qu'Eric était dans l'Isère, qu'il fallait que je cherche, il m'avait donné un point, etc. Donc avec des amis, on a cherché, je crois que c'était le pire moment de ma vie, je crois, de chercher à 17h le soir, au mois d'octobre, voir s'il n'y avait pas un corps dans les racines, et que c'était l'horreur. Parce que du coup, là, les battues, c'est vous qui les avez organisées? Ah bah bien sûr. Il n'y a pas eu de battue qui a été faite officiellement? Non, j'ai demandé des hélicoptères, j'ai demandé les chiens, rien. Oh non, ça coûte trop cher. Ouais, donc en fait... Les chiens, ça donnera rien parce qu'il est parti avec sa voiture, d'où voulez-vous qu'on parte, enfin voilà.
Moi, ce que je trouve quand même fou, c'est qu'ils aient pas non plus fait les réquisitions des caméras de surveillance. Bah oui. Parce que ça, c'était quand même pas... Ça demandait pas grand-chose, quoi. Le téléphone aussi. Il a borné à la monnaie à 2h du matin. Ouais. Je suis sûr que c'est pas Eric, parce que c'est un endroit qu'Eric ne fréquentait pas. C'est vraiment un endroit où les flics osent pas aller. C'est pareil. Je leur ai demandé s'ils avaient perquisitionné là-bas, parce qu'il y a un immeuble qui est il n'est pas en cours de destruction, mais il va être détruit, je pense. C'est tout fermé, etc. Ça se trouve, ils l'ont foutu là-dedans. Il était prisonnier là-dedans. J'en sais rien, mais ils sont même pas rentrés dedans. Hein. Ça se trouve, il est en train de pourrir dans une cave ou je sais pas quoi. Mais rien, ils font rien. Le frère d'Eric, c'est pareil. Quand on m'a dit, quand la voyante m'a dit les bords de l'Isère, il y avait des endroits qu'on pouvait pas accéder. Le frère d'Eric, il est chef pompier à Nancy, donc je lui ai demandé s'il pouvait pas contacter ses collègues ici pour qu'on ait un kayak ou je sais pas quoi qui longe les berges de l'Isère, parce que moi j'ai essayé, mais ils me disaient bah non, on n'a rien de la police, on peut pas faire si on n'a pas d'ordre, etc. Donc je lui ai demandé à lui s'il pouvait pas faire quelque chose, s'il pouvait pas intervenir. Il m'a dit hors de question. Voilà. D'accord. Donc oui, au niveau de l'enquête, du coup, il n'y a vraiment pas grand-chose qui a pu être fait, visiblement. Et à un moment, ils ont donc évoqué la possibilité que ça soit pris en compte dans l'affaire Nordahl-Lelandais. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui leur a fait penser à ça? Est-ce que c'est juste la situation géographique? Il y a la situation géographique. Apparemment, il serait venu du côté de Valence, je sais pas trop. D'accord. Et puis, il y avait aussi le fait que Eric était représentant en vin et apparemment, le Landais a dû faire un truc comme ça aussi. D'accord. Donc, potentiellement, ils auraient pu se croiser. Trop, la piste le Landais. Ouais. Pourquoi vous y croyez pas trop? Parce que je trouve que c'est loin et puis je vois pas pourquoi ils se sont pas connus avant, je suis certain. Donc je vois pas pourquoi ils seraient venus ici. Ou là, ce serait vraiment une coïncidence. Je sais pas. Moi, je crois plus à un carjacking qui a mal tourné ou je sais pas. J'en sais rien. Ouais. C'est vrai que quand vous vous réveillez le matin, la première chose que vous pensez, c'est à ça. Bah oui. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Pourquoi qu'on m'entend pas? Qu'est-ce qu'il y a? Et vous faites tous les films possibles et inimaginables. Qu'il est mort, qu'il est pas mort, qu'il est enfermé quelque part, que c'est un trafic de drogue, un trafic d'organes, un trafic humain. Enfin, tout vous passe par la tête. C'est effrayant quand on sait pas. Et je suis pas le seul, parce que tous les autres que je vois, la maman d'Adria Fiorello, la sœur de Malik, quand on se voit tous et qu'on en parle, on a les mêmes ressentis, les mêmes choses. C'est tous pareil. Quand il y en a un qui parle, parce qu'on fait des réunions justement pour se vider un peu, ça fait du bien, et quand il y en a un qui parle, je me dis c'est marrant parce que moi c'est la même chose. Ouais. Mais c'est l'incertitude en fait. Ça tourne en boucle, on culpabilise. Vous culpabilisez? Oui. Bien sûr, on culpabilise parce qu'on se dit mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je le retrouve pas? Pourquoi j'arrive pas à me faire entendre? Pourquoi ça bouge pas? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que voilà? Sans arrêt. Et c'est terrible parce qu'en fait vous culpabilisez alors que vous êtes le seul à vous démener et que personne n'agit. Enfin... Bah oui, mais apparemment j'en fais pas encore assez parce que j'ai pas de réponse, j'ai rien. J'arrive même pas à avoir les rendez-vous avec le juge ou autre, on m'entend pas. Je pense que vous en faites largement assez puisque vous faites tout pour que cette histoire tombe pas dans l'oubli. Malheureusement, c'est vrai qu'en face, les moyens sont pas forcément mis non plus pour vous aider à le retrouver. Et surtout, ce qui est extrêmement dommageable, c'est que même si l'enquête maintenant démarrait réellement, il y a des choses qui auraient dû être faites bien avant. Parce qu'on sait très bien que c'est les premiers jours, c'est les premières heures qui sont les plus importantes et ça a été mis de côté, quoi. Justement, ce que je comprends pas, c'est justement faut attendre 48 heures. Enfin, j'ai paru que c'est une connerie, les 48 heures, ça n'existe pas, c'est eux qui ont inventé ça, il n'y a pas de loi qui dit qu'il faut attendre 48 heures. Justement, c'est les premières heures qu'il faut bouger. Moi, je vois, pour faire un appel à témoins, pour avoir un truc, la photo d'Eric dans le journal, j'ai attendu 15 jours.
pour avoir une autorisation. On tournait en rond. Un jour, c'était les flics qui disaient bah non, on peut pas. Un autre jour, c'était des journalistes qui me disaient bah non, on n'a pas l'autorisation du préfet. Un autre jour, ou du procureur. Enfin bon, on tournait en rond, j'arrivais pas. Il a fallu que j'attende 15 jours. Oui, alors que vous étiez convaincu, vous le saviez depuis le début qu'il y avait quelque chose de grave qui s'était passé. Depuis le début, bien sûr. Et l'impression que personne ne vous écoute. Parce que c'est pas possible, il y aurait eu un accident. Attendez, c'était à côté, on aurait retrouvé la voiture et tout ça, mais il n'y a pas de trace de la voiture, il n'y a rien. Si ce serait un suicide, ce serait pareil. Mais je sais très bien qu'il ne s'est pas suicidé non plus. Un suicide, on aurait retrouvé la voiture. Ouais. C'est quand même pas une petite voiture, c'est un 4x4. Et donc oui, justement, cette voiture, il y a eu aucune trace. Est-ce que vous savez si éventuellement les gendarmes ou les policiers ont cherché la plaque d'immatriculation, s'il avait pu être repéré à des péages, quelque part? Rien du tout, on ne me dit rien. D'accord. Donc, on vous dit rien, ça veut peut-être pas dire que c'est pas fait, mais en tout cas, vous n'êtes pas tenu au courant. Non. Moi, au tout début, c'est pareil, j'aurais dit, mais attendez, vous interrogez même pas mes voisins, ni rien. En fin de compte, je pourrais vous raconter n'importe quoi, qu'on se soit disputé, que je l'ai tué, enterré dans le jardin, vous en avez rien à foutre. Ah bah là, j'ai eu le droit, j'ai eu la perquisition, ils ont vidé la maison. Oui. Là, j'ai eu le droit. Mais bon, tant mieux. Même si c'est quelque chose de très éprouvant, mais bon, quand vous voyez un flic et une juge, mon ex-ami était très photo, machin, etc. Et j'ai une boîte de photos où j'ai des photos nues. Ils ont regardé les photos nues, mais ils ont vu un paquet de photos nues. Moi, je sais pas, ils auraient pu passer en vitesse, ça n'avait rien à voir avec l'enquête. Ah bah non, ils ont regardé une par une. J'étais prêt à dire aux flics, mais attendez, excusez-moi du terme, mais vous allez vous branler dessus ou quoi? Et la juge, elle me dit, avec ce que j'ai vu, maintenant on est intime. Elle vous a dit ça, la juge? Je vous jure sur la tête de ma sœur, c'est ce que j'ai de plus cher. D'accord. Oui, il y a effectivement... Et quand je l'ai vu au tribunal, c'est pareil, elle m'a demandé si j'avais des rapports de sexuels depuis la disparition d'Éric. Oui, quel est le rapport avec l'enquête, en fait? Ah oui. Ouais, on a l'impression qu'ils mettent plus d'énergie, finalement, à fouiller dans votre vie privée exactement. Que à le rechercher, quoi. Et puis je pense que moi, vous, c'est ce que vous ressentez. J'ai eu la perquisition, mais dans sa famille, il n'y a rien eu. Pourquoi pas eux? Sa famille n'a pas été entendue du tout? On me vide tout, qu'on me fouille tout, et eux, ils ont rien. Ouais. Eux qui sont homophobes, ça se trouve, c'est eux qui l'ont fait enlever, qui l'ont emmené, je sais pas, parce que ça aussi, ça me passe par la tête, parce que l'autre fois, j'ai vu un film, justement, c'est de la fiction, mais bon, on est obligé d'y penser quand même, où le père, il est complètement homophobe, et il envoie son fils en Suisse pour le faire interner, pour le faire soigner d'être homo. Ça existe encore des tarés comme ça. Vous pensez que ce serait possible? Il y a des choses... Bien sûr que ce serait possible. Il y a déjà eu des menaces? Ah bah d'être homo, oui, hein. Surtout de sa femme, par rapport aux enfants, etc. Pour elle, c'était une horreur. Et comme dans sa famille à elle, ils ont pas mal de pognon, enfin bon, j'en sais rien. Ouais, finalement, de toute manière, tout est possible. Il faut étudier toutes les pistes. Hein. Ouais. Les 3/4 du temps, c'est la famille. Hein. Quand on voit toutes les enquêtes, etc., c'est souvent que c'est la famille. Mais justement, moi, je trouve que la famille, ils enquêtent pas assez dessus. Mais en fait, normalement, le travail d'une enquête, c'est d'envisager toutes les possibilités et de fermer les portes. Ouais. Or là, visiblement, il y a plein de portes qui sont toujours ouvertes et on peut pas se concentrer sur quoi que ce soit. Parce qu'il y a tout un tas d'éventualités, et si l'enquête n'a pas été menée ni auprès de la famille, ni auprès des caméras, ni auprès de la géolocalisation qui quand même bornait à un endroit, donc ça aurait été, je pense, un minimum d'aller voir ce qui se passait au niveau du téléphone, quoi. Ah bah tout à fait, soit disant qu'ils ont été faire un tour, qu'ils n'ont pas vu la voiture, ni rien, ils sont rentrés, voilà, c'est tout. Moi, je sais pas, j'aurais été dans cet immeuble, je vous dis, c'est un grand immeuble qui est dans le quartier de la Monnaie. Bon, c'est pourri, hein, c'est très mal fréquenté, c'est trafic de drogue, c'est tout ça. Donc, je sais très bien qu'Éric n'aurait jamais été là-dedans. Qu'Éric, c'est pas pour le complimenter, mais c'était quelqu'un de très droit. Jamais il aurait été là-dedans. Hein. Donc, c'est pour ça, moi, c'est une des premières choses que j'aurais fait, moi, ouvrir une porte et puis aller dedans, voir s'il n'était pas enfermé là-dedans, ou je sais pas quoi, ça n'a pas été fait. Mais les flics, ils ont la trouille d'y aller, alors. Et c'est pas moi qui vais y aller, tu peux pas. Bah non, c'est pas votre rôle, et puis de toute manière...
Non. J'ai des amis qui m'ont déjà proposé, mais c'est dangereux. Puis passer par où, machin, je sais pas. Non, c'est sûr et certain que c'est dangereux. Et puis de toute manière, même au niveau de l'enquête, je pense que même si éventuellement quelque chose sortait, ce serait pas recevable. Enfin, c'est compliqué à ce niveau-là. J'ai 2 médiums qui me disent aussi qu'il est retenu, qu'il est prisonnier, qu'il est en Serbie. Retenu, ils me font une description, etc. Mais comment voulez-vous que j'aille en Serbie? Le chercher où? On n'a pas un endroit précis, ni rien. Puis j'en ai tellement eu de son cloche de médium, etc. Même si j'en ai pas payé un. Hein. Tout c'était bénévole, gratuit. Mais il n'y en a pas un qui raconte la même chose. Un jour il est vivant, un jour il est mort, un jour il est enfermé, un jour il est parti. C'est effarant, hein. Donc je crois plus à rien. Non. Bah non, je peux comprendre que bon. C'est sûr qu'on a envie de se raccrocher à absolument n'importe quelle piste. Fois, justement, quand il y en a un qui me dit il est là, machin, il est vivant, machin, au tout début, j'ai beaucoup de gens qui m'ont aidé, hein, qui se sont investis, mais que des gens que je connaissais même pas, hein, qui ont passé des journées entières à chercher avec moi, alors que c'était pas à nous de le faire, c'était aux flics. Hein. Il y en avait un qui nous avait dit qu'il était enfermé dans une cabane de chasse sur Jaillant, c'est un petit village à côté. On en a fait des kilomètres avec eux et pris des risques, hein, parce qu'à chaque fois c'était quand même un peu angoissant. Hein. Un jour on a trouvé une voiture brûlée, du coup on a dit ça y est, c'est bon, puis non, c'était pas ça. Donc voilà, normalement c'est pas à nous de faire ça, c'est vachement dangereux, on prend vachement de risques. Hein, mais bon, quand on est perdu, qu'on n'a plus rien où s'accrocher, à la limite, on n'a rien à foutre. Hein. Ouais. Mais dans les affaires de disparition, j'ai quand même l'impression que c'est souvent les proches qui sont obligés de mener l'enquête eux-mêmes, quoi. J'aurais les moyens de prendre un détective privé, hein. Et là, j'ai pas les moyens. J'ai demandé au frère d'Éric, justement, parce que 3 mois après la disparition d'Éric, il s'est fait nommer tutelle et il a bloqué tous les comptes, bien que j'avais pas accès au compte, puisqu'on n'était pas encore mariés. On devait se marier, mais bon, on attendait justement d'avoir fait le restaurant et d'avoir tout mis en place pour tout mettre pour tout légaliser, quoi, pour protéger ses enfants, et voilà, donc mais on n'a pas eu le temps de le faire, donc j'avais pas accès au compte bancaire, etc. Mais lui s'est fait nommer tutelle. Il y a 47 000 € sur le compte bancaire. Hein. Ouais, ce qui pourrait dont quand même... de l'argent à moi. Ouais. J'en ai rien à foutre de l'argent. Mais bon, mais donc je lui ai demandé à son frère, je lui ai dit maintenant que tu as accès au compte, puisque tu t'es fait nommer tutelle. C'est pareil, j'avais été voir le juge pour pas que ce soit son frère, mais le juge il m'a pas écouté. Hein. Le juge m'a dit, vous voulez être tutelle? J'ai dit, ah non, surtout pas. Moi, je veux quelqu'un hors. Et que ce soit pas son frère. Il m'a pas écouté, il a quand même nommé son frère. Donc, j'ai demandé à son frère, maintenant que tu as accès au compte, etc., est-ce que tu peux pas débloquer de l'argent? C'est l'argent d'Éric pour prendre un détective privé. Il m'a dit, c'est hors de question qu'on dépense de l'argent là-dedans. Bon, voilà. Moi, j'ai pas les moyens. Je vous assure, je gagne au loto demain, c'est la première chose que je fais. Hein. Bah oui, j'imagine bien, oui. J'aurais la foutre du fric. Hein. Et là, du coup, qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez peut-être faire en plus pour continuer l'enquête? Là, j'avoue qu'en ce moment, c'est un peu statu quo. Hein. Ouais. Je sais plus quoi faire. Là. Je dis, c'est comme la juge, on devait la voir et je la vois toujours pas. Bon, par contre, ils nous aident bien, ils sont très très bien. Monsieur Valézy, c'est quelqu'un de merveilleux, franchement, qui est très à l'écoute, qui m'aide beaucoup, qui, comme moi, est sûr que Éric n'est pas parti de lui-même et qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais quoi. Il est complètement aberré que les flics n'aient pas pris les caméras vidéo. Il me dit, de toute façon, l'enquête a foiré dès le début, il n'y a rien eu de fait, et puis voilà. Ouais. Je sais pas si vous avez été en contact avec lui, mais c'est vraiment quelqu'un de bien, monsieur Valézy. Hein. Non, mais je pourrais essayer peut-être. Effectivement. C'est clair que, enfin, après tout ça, on est complètement désemparés en fait, parce que ça semble tellement évident qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là, dans un laps de temps quand même court, c'est en plein jour. Éric est visiblement dans sa voiture. Qu'est-ce qui a pu se passer? Il s'est forcément passé quelque chose de grave. Je veux dire, ça reste quand même quelque chose, une disparition qui est très inquiétante, quoi. Donc, je comprends pas du tout. Vraiment. Mais effectivement, il y a plusieurs choses qui jouent. Au bout d'un moment, on est désemparés. Là, en ce moment, je sais plus. À part si on me contacte pour une émission de télé ou autre. Et encore, ça donnera quoi? Rien. Si, faire bouger peut-être la justice ou le nouveau ministre. Moi, ce que j'entends et qui ressort le plus de tout ce que vous me dites là à propos de votre ressenti, c'est une révolte en fait contre l'injustice. Ah, mais tout à fait.
on est tous comme ça. On est tous révoltés contre la justice. Hein. Ouais. Il n'y a rien. Ouais. Qu'est-ce dès que vous demandez toujours quelque chose, dès que vous demandez quelque chose, c'est toujours, ben non, on n'a pas les moyens. Ouais. Quand vous voyez les moyens qu'on déploie, rien que pour un match de foot ce week-end là aux Champs-Élysées, là ils ont les moyens pour des conneries pareilles. Et nous, il n'y a jamais les moyens. Ouais. C'est quand même aberrant. Il y a Macron, quand il est venu à Valence, il y avait des flics partout, et des hélicoptères partout. Là, on a les moyens. Et nous, non, il n'y a pas les moyens. C'est révoltant. Il y a de quoi péter un câble. Hein. Il y en a qui prennent des fusils, qui font des conneries des fois, mais il y a de quoi. Hein. Quand vous êtes à bout, que vous êtes complètement, vous n'avez plus rien à perdre, parce qu'en fin de compte, on n'a plus rien à perdre. Hein. Il y a des gens on peut comprendre que ça n'excuse pas du tout hein, ce genre d'acte, bien sûr, mais on peut comprendre que des personnes soient complètement à bout, quoi. Mais je pense que déjà, ce qui serait quand même déjà bien pour vous, pour toutes les familles en ce moment, c'est d'avoir un petit peu plus de contact, qu'on vous tienne au courant de ce qui se passe, qu'on vous dise qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui va être fait plus tard. Enfin, rien que ça, déjà, un petit peu que vous sentiez un petit peu plus inclus dans l'enquête et pas mis de côté comme ça, quoi. Ben voilà, qu'on nous tienne au moins au courant de ce qu'ils font, parce que là, on a vraiment l'impression qu'ils foutent rien. Ouais, alors que c'est peut-être pas le cas, mais comme on vous dit rien, vous pouvez pas le savoir. Ouais. Bah, quand vous voyez l'affaire de la petite qui fait la une en ce moment, là, qui est assassinée, là. Ouais, Estelle. Ouais. Bah, quand vous voyez que c'est au bout de 18 ans qu'ils ont juste l'ADN d'un matelas, non mais quelle honte. Non mais franchement. C'est très très long et... Il y a de quoi douter de leur efficacité quand même, non? Bah écoutez, moi je sais pas parce que j'ai jamais eu à faire de travail d'enquête, donc je me permettrai pas de juger de l'efficacité ou pas parce que j'ai jamais été confrontée à ça. J'imagine que c'est compliqué et je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes de bonne volonté, mais c'est vrai que bon, vous, entre les personnes qui vous ont extrêmement mal reçu, l'inaction dès le départ, le fait qu'on ne vous ait pas pris au sérieux, et puis maintenant le silence, je comprends que vous soyez en colère. Ah oui, tout à fait. Là, je comprends. Il y a la haine qui sort au bout d'un moment, et... oui. Bon, du coup, là, actuellement, qu'est-ce que vous aimeriez voir, je sais pas moi, dans les prochains mois, évoluer au niveau de l'enquête, qu'on vous tienne un peu plus au courant, qu'il y ait des actions en particulier? Bah oui, être reçu par la juge, qu'elle me dise où on en est, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est pas fait, est-ce que justement on a cherché du côté de la famille d'Eric, est-ce qu'il y a une piste, est-ce qu'il y en a pas, voilà, qu'on tienne au courant, déjà. Tout simplement. Est-ce que ça bouge toujours? Est-ce que je fais partie des 40 dossiers? Parce que ça, on le sait toujours pas. Ouais, vous savez toujours pas, alors que... Maître Boulou, il a écrit 3 ou 4 fois, je crois, à la cellule Ariat. Il a jamais eu de réponse. C'est quand même grave, non? Ouais. Alors... En demandant si on faisait partie des 40 dossiers. On n'a toujours pas de réponse. S'ils répondent pas, j'imagine qu'ils répondent pas à vous, ils répondent à personne, c'est peut-être qu'ils ont certaines informations qui sont encore en traitement. Comme vous disiez, malheureusement les enquêtes, ça prend parfois des années, c'est extrêmement long, il y a des procédures, en plus on est en France, donc avec tout ce qui est paperasse, etc., ça peut être très long. Mais c'est vrai que ça serait pas mal que vous soyez au moins reçus et qu'on vous dise un petit peu où ça en est, quoi. Ouais, tout à fait. Ça c'est clair que ce serait bien. Je vous dis, les autres c'est pareil, hein. Maïk, comment qu'elle s'appelle Oh, j'ai un trou, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Enfin, toutes les personnes qui sont concernées aussi par cette enquête. La juge de Grenoble, pareil, elle n'a aucune nouvelle ni rien. Elle a dit qu'elle n'avait pas le temps de recevoir. Bon. Ok. En fait, il y a un énorme décalage entre ces personnes qui parlent de façon hyper pragmatique, en fait, et qui se rendent pas compte qu'elles parlent à des victimes, quoi. Ouais. C'est terrible. Mais bon, moi, évidemment, à mon échelle, je vais pas pouvoir faire avancer l'enquête particulièrement. Je vais essayer quand même de prendre contact avec 2-3 personnes pour voir un petit peu et comprendre comment ça se passe. Oui. Et puis, ce que j'espère surtout, c'est pouvoir vous aider à encore plus faire connaître l'histoire d'Eric, parce que je pense que
Bon, il y a toute cette colère qu'il y a contre le système, mais il faut pas oublier qu'au centre de tout ça, et y revenir, au plus important, c'est Eric, et qu'il faut pas qu'on l'oublie, et qu'il faut qu'on continue, en fait, à se battre, que vous soyez pas non plus le seul à vous battre, que vous sentiez qu'il y a du soutien derrière vous, quoi. Moi, c'est ce que j'aimerais pouvoir faire. L'année dernière, j'avais fait une marche blanche. Ouais. Bon, cette année, j'en fais pas, on va pas faire ça tous les ans, hein. Mais bon, en plus, c'est compliqué à Non, c'est compliqué, en plus, cette année. Ouais. D'ailleurs, il y a les parents de Maëlys qui étaient venus. Ouais. Je les connais, ils sont adorables. Et tous les parents de disparus, pratiquement, ils sont tous venus. Là, ça va faire encore 4 ans. Ça n'est qu'une date, mais à chaque fois, ça perturbe, ça. Bah, évidemment, ouais. Vous, je pense que vous allez revivre cette journée-là, enfin... Ah, tout à fait. Bon, ça fait déjà un petit moment, déjà. Ça travaille depuis... Ouais. Enfin, pour revenir sur la culpabilité que vous pouvez ressentir, je comprends et je sais, puisque je sais que les proches de personnes disparues ressentent cette culpabilité, mais de manière objective, je vois, j'ai bien vu à quel point vous êtes impliqués, vous essayez de vous battre, et ça se voit. Sachez-le, ça se voit, et Eric, où qu'il soit, j'espère qu'il ressent tous ces efforts que vous faites, toute cette énergie que vous mettez, et sachez-le, il n'y a pas de culpabilité à ressentir, alors que justement, vous vous battez. Donc, j'ai l'impression que vous nagez un peu à contre-courant dans toute cette histoire, quoi. Mais vous faites des efforts, et ils se voient, et ils se ressentent, et... Mais je lâcherai pas, hein, parce qu'il faut que je sache, c'est invivable, on peut pas avancer. Hein. C'est sûr. C'est ce que je dis toujours, quand il y a un accident, que la personne est tuée, etc., bah, vous hurlez, votre vie s'écroule et tout ça, mais au moins, vous pouvez faire un deuil, vous savez où il est, vous pouvez avancer. Que là, non, oui. C'est des questions tous les jours. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il n'est pas vivant? Est-ce qu'il est en train de pourrir quelque part? Est-ce qu'on le torture? Ça passe en boucle sans arrêt. J'ai quand même avoir des amis qui viennent dîner ou autre, parce qu'il faut vivre quand même. Heureusement, j'ai quand même pas mal d'amis et plein de gens qui me soutiennent. Moi, j'ai ma famille qui quand même, surtout ma sœur, bien qu'elle a un cancer. Tout de suite, vous voyez, la famille d'Eric, ils sont pas venus, enfin, ils sont passés, parce qu'ils rentraient de vacances, mais ils ont arrêté là, 3 heures, ils sont repartis chez eux, ils sont même pas restés. Moi, je sais pas, mon fils, il serait disparu, je serais resté, non? Mais pour mettre 48 heures, ben non, ils sont rentrés chez eux. Ouais. Moi, ma sœur, 48 heures après, elle était là, et pourtant, elle faisait de la chimio. Elle est venue m'aider, elle habite en Normandie, hein. Elle est venue me soutenir, elle est restée 15 jours. Hein. Ouais. Donc bon, non, je suis soutenu, etc. Mais c'est pareil, je vais pas dire que je fais la fête, parce que j'ai plus le cœur à faire la fête. Pourtant, Dieu sait, j'étais quelqu'un de drôle et tout. Attends, mais quand je m'amuse le peu, que j'ai un truc de plaisir et autres, bah après je culpabilise. Je dis, c'est trop, moi je suis en train de rigoler, et puis lui, il est en train de souffrir quelque part. Ouais, mais je comprends totalement, hein. Après, comme vous dites, il faut continuer à vivre justement pour pouvoir avoir l'énergie en fait. Parce que si, comme vous êtes là, la personne qui le recherche le plus, qui l'attend le plus, si vous vous épuisez totalement, si vous baissez les bras, bah après il n'y aura plus personne en fait. Ah bah il n'y a plus personne, hein. Personne ne le cherche, on dit sa famille, on dit ils en ont rien à foutre. Vous devez pas culpabiliser de pouvoir un petit peu prendre soin de vous quand même, mais un petit peu vous sortir ça de la tête par moment, parce que je sais qu'il est toujours là en fait. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire là? Est-ce que vous voulez qu'on puisse se reparler éventuellement plus tard? Je vous ai à peu près tout raconté. Ouais. Bah écoutez, vous me rappelez quand vous voulez, je suis à votre disposition, sauf le mardi matin et le vendredi matin. D'accord, bah de toute façon je vous enverrai toujours un message. Je travaille, je m'occupe d'une personne âgée, parce que c'est pareil, j'ai perdu mon boulot, donc j'ai tout quitté. Et puis bon, après j'ai fait de la dépression, j'ai tout ça, me battre pour Eric et tout ça, donc j'ai pas le temps de travailler, donc j'ai pris des petits trucs comme ça. Ouais. Voilà. Bon, de toute façon, on va se recontacter.
Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de parler avec moi. Bah, c'est moi, merci de m'avoir écouté et puis de m'aider. Bah, il y a vraiment aucun problème. Merci beaucoup, je vous tiendrai au courant. D'accord, c'est moi qui vous remercie. Et puis à bientôt. C'est dur. C'est très dur. Dans beaucoup d'affaires criminelles, que ce soit des disparitions inquiétantes ou des homicides non élucidés, j'ai remarqué que c'est souvent aux proches des victimes, et donc aux victimes elles-mêmes finalement, de devoir se battre pour que l'enquête continue, pour que l'enquête avance et finisse par aboutir. Alors bien sûr et heureusement il y a aussi toujours des policiers, des gendarmes, des avocats, des juges, des magistrats, etc. qui travaillent d'arrache-pied pour que justice soit faite, pour qu'on arrive finalement à donner une fin à ces histoires et puis à rendre justice. Mais je pense que celles qui sont vraiment finalement en première ligne sur le front, ce sont souvent les victimes elles-mêmes. Et j'ai également remarqué autre chose, et ça j'y ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines. En fait, j'ai vraiment l'impression et le sentiment que notre système tout entier n'est pas du tout fait et n'est pas tourné pour prendre en compte les victimes. Ce que je veux dire par là, c'est que vous le voyez bien, je pense, vous connaissez tous des histoires comme ça, de victimes qui ont été traitées mal reçues lorsqu'elles sont arrivées au commissariat, qui, par exemple, apprennent les détails de leur propre affaire dans la presse, qui se font envoyer balader, qu'on ne tient pas suffisamment au courant de la part des juges, etc. Enfin, tout notre système, finalement, prend assez peu en compte les émotions et les sentiments des victimes. Et tout ça, c'est pas réellement, enfin, je pense, la faute ou vraiment la volonté de tous les professionnels qui travaillent dans et sur des affaires criminelles. Mais je pense que, en fait, de par leur métier, l'aspect un petit peu routinier, l'habitude de traiter des cas et des dossiers, de par aussi peut-être la distance qu'il est nécessaire de prendre avec ses propres émotions par rapport à une affaire, finalement, tous ces professionnels, ils se comportent de manière assez froide et désagréable par rapport aux victimes, sans vraiment s'en rendre compte, mais peut-être presque parce que ça devient une nécessité pour eux-mêmes pas ressentir trop et être trop touchés par ces choses-là. Et peut-être aussi parce que ils traitent en même temps une dizaine de dossiers et que finalement ils ont du mal à voir qu'il y a des êtres humains avec des émotions derrière ça. Et vraiment, je veux pas juger ça, je pense que c'est vraiment compréhensible. C'est des cas de ce qu'on appelle la maltraitance institutionnelle, par exemple quand je travaillais à l'hôpital ou en maison de retraite, on parlait de ça. Et je pense que c'est un petit peu le même mécanisme, mais je souhaiterais vraiment personnellement qu'on puisse éventuellement trouver des solutions et proposer des choses pour que la prise en charge des victimes et des proches de victimes se fasse avec plus d'humanité. Moi j'y réfléchissais et en parlant avec Dominique Lavorel, j'ai vu qu'elle-même avait déjà réfléchi à ça depuis des années en fait. Et je me disais qu'il y a certainement des choses à faire qui doivent pas être si compliquées que ça. Ça demanderait évidemment du temps et de l'argent, ce qui sont deux choses assez compliquées à obtenir aujourd'hui dans notre société, mais je pense qu'il y a moyen peut-être de faire et de mettre en place des choses comme par exemple, je sais pas moi, des petites formations pour toutes les personnes qui sont à l'accueil et qui reçoivent les victimes en premier lieu dans un commissariat ou à l'hôpital etc. Et que éventuellement on pourrait peut-être même proposer, je sais pas, là je parle un peu loin, hein, mais j'imagine des projets de loi qui obligeraient en fait tous les gendarmes et les policiers à suivre ce genre de formation, mais aussi qui ferait attention à ce que la presse ne soit pas autorisée à sortir et à publier certaines choses avant même que les familles aient été prévenues. Enfin voilà, plein de petites idées comme ça qui commencent à germer dans mon esprit, qui pourraient peut-être permettre de réintroduire un petit peu plus d'humanité dans toutes ces affaires. Et vraiment c'est quelque chose, voilà, si jamais vous avez des idées vous, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, c'est quelque chose auquel je réfléchis
Et je me dis que voilà, c'est pas pour tout de suite du tout, mais j'espère plus tard pouvoir peut-être proposer des choses pour essayer de faire changer, évoluer notre façon en fait de gérer les affaires criminelles et de prendre un petit peu plus soin de nos victimes. Voilà, écoutez, ça y est, cette vidéo touche à sa fin. Je pense qu'elle a dû être extrêmement longue, mais il y avait tellement de choses à dire et c'était tellement intéressant, et franchement je vous assure que j'ai essayé de condenser parce que ça aurait pu être encore plus long. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, que éventuellement je vous ai fait découvrir l'histoire de Éric Forêt, et je compte vraiment sur vous pour la partager et la relayer au maximum, parce que comme je vous l'ai expliqué, la vidéo j'espère est monétisée et va permettre peut-être de rapporter un petit peu d'argent à différentes associations. Et en plus de ça, je compte énormément sur la médiatisation de l'affaire de Éric, que un maximum de personnes connaissent son histoire, connaissent son visage, pour premièrement qu'on ne l'oublie pas, et deuxièmement éventuellement peut-être toucher quelqu'un qui sait quelque chose, parce que il est absolument sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui sait quelque chose et qui ne parle pas pour l'instant, mais qui peut encore le faire, et que c'est très important pour tous les proches d'Éric qui s'inquiètent, qui se demandent où il est, qui se demandent comment il va, qui ont besoin de savoir. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, les questions, l'incertitude, c'est vraiment l'une des pires douleurs. Et donc voilà, il y a quelqu'un, au moins une personne quelque part sur Terre qui sait quelque chose et qui détient une information qui est extrêmement importante pour Régis et pour tous les proches d'Éric. Donc voilà, je sais pas, peut-être que cette vidéo sera juste une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est pas grave, c'est toujours ça de plus. Et si vous, en tant que spectateur, vous prenez le temps de l'écouter jusqu'au bout et de la relayer, et ben je pense que à nous tous ensemble, on peut vraiment faire quelque chose, et peut-être qu'on peut faire la différence. En tout cas, je l'espère. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'au bout pour cette vidéo. Je remercie aussi tout particulièrement Fabrice Brault, Dominique Lavorel et Victoria Charlton pour leur participation et leur aide dans la construction de cette vidéo. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.